Bonjour, je suis le docteur Samir Ben Osman et dans cette vidéo, on va parler des principes de médecine. Donc la médecine, c'est l'étude des maladies, de leur diagnostic et de leur traitement, ainsi que de leur prévention. Donc comme on a établi dans la vidéo sur la physiologie, le but de la physiologie, c'est de maintenir tous les systèmes en termes d'équilibre et de fonctionnement nominal. Alors tout déséquilibre de cette homéostasie, qui ne peut pas être compensé, il va provoquer des maladies. Maladies qui doivent être diagnostiquées et traitées ou au moins ralenties. Donc comprendre les causes de ces maladies nous permet aussi de les prévenir. Alors quelles sont les caractéristiques des maladies? On va se concentrer un peu sur la médecine humaine, pas vétérinaire ici. Donc il y a à peu près, selon les définitions, 10 000 maladies humaines connues, dont 95% sont des maladies rares. Rares voulant dire affectant moins de 0,05% des gens. Et il y a à peu près 500 maladies dont on connaît le traitement. Et heureusement d'ailleurs, la plupart de ces maladies sont des maladies non rares. Et donc ces maladies, elles vont présenter ce qu'on appelle des symptômes, c'est-à-dire des manifestations. Et ces manifestations ou symptômes, ils peuvent être soit aigus, c'est-à-dire ils durent des jours ou des semaines, et ils vont conduire soit à la rémission complète, dans la plupart des cas, soit à la mort, dans le moins des cas, mais aussi peuvent évoluer vers des maladies chroniques, de moindre intensité, mais qui vont persister des mois, voire même toute la vie. Et donc, ces symptômes que les maladies induisent, ils sont de deux types. Soit des symptômes universels qu'on va trouver dans la plupart des maladies, soit des symptômes qui sont spécifiques à un organe ou à un système. Donc, on va parler un peu des réponses universelles ou générales, et après on va parler de celles qui sont spécifiques. Et donc, parmi les réponses universelles, je vais juste prendre l'exemple de l'inflammation qui est présente dans la majorité des maladies aiguës et dans quasiment toutes les maladies chroniques. Donc l'inflammation, c'est en fait la réponse du système immunitaire aux agressions. Donc la réponse aiguë est déclenchée soit par des fragments de protéines et des agents pathogènes appelés PAMP, donc Pathogen Molecular Pattern, ou des fragments de protéines internes libérés lors d'un dommage cellulaire, donc on appelle Damage Induced ou Damage Molecular Patterns. Donc les PAMP et les DAMP, ils vont activer quoi? Ils vont activer les cellules du système immunitaire qui vont commencer entre guillemets le nettoyage. Et donc, ils vont produire des protéines pro-inflammatoires qui vont avoir plusieurs réponses. Ils vont déjà induire la fièvre et la douleur pour signaler la détresse. Mais la fièvre aussi, elle est utile parce qu'en fait, elle va augmenter la température du corps de quelques degrés. Et en fait, cette augmentation augmente l'efficacité des globules blancs. Ils sont beaucoup plus actifs à ces températures. Et en fait, ces températures, elles ne sont pas souhaitable par les bactéries, etc., qui n'aiment pas être à plus que 37 degrés. Aussi, elles vont produire des espèces réactives à l'oxygène, comme le peroxyde d'oxygène, ou l'eau oxygénée, ce qu'on appelle l'eau oxygénée, ou le NO, qui sont en fait des molécules très réactives, comme leur nom indique, et donc elles cherchent à juste échanger des électrons vite fait, et ils vont l'échanger avec, entre guillemets, tout ce qu'elles trouvent. Mais en fait, elles ont aussi une fonction biologique, car elles vont conduire à la dilatation des vaisseaux sanguins pour appeler plus de cellules immunitaires. Mais comme on a dit, elles vont s'attacher à tout et n'importe quoi, et donc en fait, celles-là, elles peuvent s'attacher aux protéines et bousiller les protéines, elles peuvent s'attacher aux lipides des membranes et bousiller les lipides des membranes, et donc elles vont faire des dégâts, ces espèces réactives à l'oxygène. Et du coup, dans les maladies chroniques, telles que le cancer, les cancers, le diabète, et même la dépression et les démences, en fait, il y a une inflammation chronique qui est déclenchée par les DAMP, et ça en l'absence de PAMP, c'est-à-dire que le corps, il croit qu'il y a une agression, alors qu'il est juste en train de générer lui-même son agression, parce qu'il est en train de générer les dommages, notamment par l'oxygène réactif, et donc ça va conduire à plus de dommages, qui vont conduire à plus de DAMP, et ainsi de suite. Et du coup, l'inflammation chronique devient très délétère et c'est pour ça qu'il faut l'arrêter. Et parfois, en fait, ça devient la composante principale de la maladie chronique. Maintenant, parlons un peu de symptômes qui sont spécifiques au système.
Et là, il y en a trop pour qu'on puisse tous les citer. On va prendre juste quelques exemples. Donc, par exemple, ça peut être des troubles de manque d'oxygène dans le sang ou ce qu'on appelle une hypoxie. Donc, hypo moins, xy pour oxygène, qui peut être dû à une réduction de la capacité pulmonaire, capacité cardiaque ou rétrécissement des artères, etc. Ou un manque d'eau, c'est-à-dire une malabsorption intestinale ou la non-rétention d'eau dans le sang, qui peut être due à la perte de protéines, qui retient l'eau, la perte de ces protéines dans l'urine, qui peut être due à une maladie rénale. Vous voyez comment les choses peuvent devenir très variées. On peut avoir une malabsorption de nutriments qui peut être due soit à des infections intestinales ou des parasites dans les intestins ou à un manque d'enzymes digestifs à cause d'un problème dans le foie, etc. On peut avoir une faible coagulation sanguine qui peut être due à une faible production de protéines de coagulation par le foie ou au diabète et à d'autres raisons, d'autres causes. On peut avoir une faible densité osseuse qui va fragiliser les os et donc qui aura pour cause une faible teneur en calcium ou une faible un défaut d'attachement du calcium au collagène parce qu'il y a un déficit en vitamine D, etc. On peut avoir un excès de sous-produits toxiques à cause d'un dysfonctionnement ou d'une insuffisance rénale ou hépatique. On peut avoir une accumulation de glucose dans le sang parce qu'il n'est pas absorbé par les cellules. Ou on peut avoir des pertes de mémoire à cause de la mort excessive de neurones qui sont dans les zones de mémoire, etc., etc. Donc vous voyez que les troubles ont de nombreuses ramifications et en plus ils peuvent survenir simultanément, ce qui va rendre le diagnostic parfois très difficile. Donc quelles sont les causes générales des maladies, entre guillemets, en tout cas humaines? Eh bien, les maladies ont principalement des causes environnementales, ensuite infectieuses, suivies par des causes génétiques, ensuite inconnues. Commençons par les causes environnementales. Déjà, parmi les causes environnementales, on peut avoir un traumatisme, c'est-à-dire quelqu'un se blesse, il se casse une jambe, il perd du sang, etc. Mais aussi, parmi les facteurs environnementaux, on peut avoir des facteurs, entre guillemets, préventibles, tels que la nourriture malsaine ou la malbouffe, qui est riche en sucre court et lipides et qui est pauvre en fibres, ce qui cause le diabète et l'obésité et la plupart des maladies cardiovasculaires. On peut aussi avoir un manque d'exercice physique qui va aussi causer les maladies cardiovasculaires, ou aussi un manque d'exercice mental qui maintenant, les études montrent qu'il met à haut risque de démence type Alzheimer. On a aussi les déchets toxiques qui sont dans l'air et qui sont responsables de beaucoup de maladies respiratoires. Et maintenant, on a une deuxième composante dont on a parlé, c'est la composante infectieuse. Et donc, il faut noter juste que la plupart des microbes, c'est-à-dire les bactéries, les virus, les champignons, en fait, ils sont inoffensifs pour l'homme. Et en fait, bon nombre d'entre elles sont essentielles même à notre physiologie, comme on a montré dans la vidéo de physiologie. Car ils vont digérer les fibres non digestes, ils vont produire des vitamines essentielles, et ils vont empêcher la minorité de bactéries nocives de s'installer en occupant toute la surface des intestins, ou la surface interne des poumons, ou la surface de la peau, etc. Donc, par contre, il y a une minorité de bactéries, de virus et de champignons qui sont pathogènes parce qu'ils sont parasites de l'homme. Et ils veulent détourner les ressources de l'organisme humain pour se multiplier elles-mêmes, soit se multiplier dans les tissus humains, c'est-à-dire les bactéries et les champignons, ou à l'intérieur même des cellules, et c'est surtout les virus, mais aussi certaines bactéries. Et ce faisant, ils vont bien sûr provoquer la destruction de ces tissus ou des cellules qui sont en train de détourner. Et ils vont bien sûr réduire l'efficacité des fonctions physiologiques et ils vont bien sûr aussi provoquer l'inflammation dont on vient de parler, qui est responsable de beaucoup de symptômes et parfois aggrave les symptômes de la maladie. Donc face à ça, on a des causes moins fréquentes des maladies, qui sont des causes génétiques, qui sont causées par des mutations dans des gènes qui vont coder, c'est-à-dire produire des protéines spécifiques. Et donc s'il y a une mutation dans ce gène, eh ben, les aminoacides qui vont être utilisés pour produire cette protéine, ils vont être erronés, là où il y a la mutation.
Et souvent, quand il y a une erreur dans un aminoacide, dans une protéine, eh ben, ça va la rendre non fonctionnelle. Ça va juste bousiller sa fonction. Et du coup, en bousillant sa fonction, en fait, elle va perturber les voies biologiques où cette protéine intervient. Et donc, selon la voie touchée, ben, les maladies génétiques, elles peuvent être bénignes ou elles peuvent être potentiellement mortelles. Dans d'autres cas, moins fréquents aussi, on a les maladies d'origine, on va dire, pas encore connues, qui incluent une réponse immunitaire exacerbée aux cellules normales du corps et qui vont donner par exemple les maladies auto-immunes telles que le cartilage normal des cellules, je veux dire, le cartilage normal qui est attaqué dans les articulations par le système immunitaire qui croit que c'est un antigène, que c'est pas du soi, et qui donne la polyarthrite rhumatoïde, ou l'attaque par le système immunitaire des cellules qui produisent l'insuline dans le pancréas, alors que c'est les cellules du corps même, et ça produit le diabète de type 2. Ou par exemple une réponse exacerbée aux nutriments qui sont normaux, c'est-à-dire comme les arachides ou les crustacés, et qui vont donner ce qu'on appelle les allergies. Et donc, maintenant on va citer des exemples de maladies les plus graves et mortelles sur la planète par ordre d'apparition. Et donc, les maladies les plus meurtrières sont déjà les maladies cardiovasculaires, qui sont responsables de la plus de morts dans le monde, et qui sont dues, comme on a dit, à la malalimentation, ainsi qu'au tabagisme, à la vie sédentaire et au stress continu. Et ces maladies-là sont suivies par les maladies respiratoires, qui sont dues soit à la pollution de l'air et les toxicités dans l'air, soit à des infections respiratoires, surtout virales, surtout la grippe en fait, ou bactériennes qui sont déclenchées par la pollution de l'air, encore une fois, ou une faible immunité qui vont causer des pneumonies, ou à des cancers respiratoires qui sont en partie dus au tabac et à la pollution d'air. Et puis, ces maladies sont suivies par l'Alzheimer qui est d'origine encore inconnue, mais qui aboutit à la perte de neurones dans des zones diverses et variées. En fonction de là où est la perte, la personne peut perdre la mémoire ou peut perdre d'autres fonctions. Et vous voyez ici à gauche une section d'un cerveau de patient sain, et à droite une section de patient qui a eu Alzheimer, et vous pouvez voir combien de tissu nerveux a été perdu. Et ça, c'est suivi par le diabète et l'obésité qui sont dus à la sédentarité ainsi qu'à la malalimentation. Mais il y a aussi une composante génétique, mais en fait la plupart ils sont dus aux facteurs environnementaux. Ainsi, après ça, on a les maladies du foie qui sont aussi mortelles et dangereuses, notamment la cirrhose, surtout en fait la cirrhose du foie qui est due à l'alcoolisme, ainsi qu'à la malalimentation, et puis après au virus de l'hépatite qui peut induire des maladies du foie. Bon, il faut juste souligner que maintenant il y a des traitements qui sont très efficaces contre le virus de l'hépatite. Par contre, l'alcool reste encore un fléau, et vous voyez ici en haut un foie normal comparé à un foie qui est atteint de cirrhose, et vous voyez la destruction de tissus qui a eu lieu. Donc maintenant, comment le diagnostic se fait? Quels sont les principes qui le gouvernent? Donc, comme on l'a dit, les symptômes, ils peuvent prêter à confusion car plusieurs maladies peuvent induire des symptômes similaires, et aussi la même maladie va se manifester différemment en fonction du patient, de son âge, de son sexe, de son background génétique, de son mode de vie, ainsi que de l'environnement dans lequel il est, c'est-à-dire que s'il y a une pollution ou pas, s'il y a des régions infectieuses, des saisons, etc. Et donc le but du diagnostic, c'est entre guillemets lever l'ambiguïté sur la maladie qui est sous-jacente. Et donc on doit trouver la cause problématique avec le moins de coûts possible et avec le moins de dégâts possible. C'est ça le principe du diagnostic. Et donc on va utiliser tous les outils qui sont à notre disposition avec le moins de dégâts et le moins de coûts possible. Donc on va commencer toujours par les outils les moins chers et les moins invasifs. Et donc le diagnostic il va reposer sur d'abord le questionnaire qui est la chose la moins chère et la moins invasive. On va juste poser des questions aux patients, savoir de quoi ils souffrent, depuis quand ça a commencé, et commencer à explorer des hypothèses en fonction des symptômes qu'il décrit. Ça va être suivi de ce qu'on appelle l'examen clinique.
pour vérifier les paramètres qui sont facilement accessibles, c'est-à-dire écouter le cœur, écouter les poumons, écouter l'estomac, faire des tests de réflexes, etc. Donc les choses facilement accessibles. Et après ça, on va formuler des hypothèses de maladies auxquelles on pense. On pense à la maladie A et B et peut-être un peu C. Et donc pour lever l'ambiguïté avec le moins de coûts, on va faire des analyses biologiques de fluides corporels qui sont relativement faciles d'accès, donc l'urine ou le sang. Et donc on va, en fonction de l'hypothèse, se focaliser sur des choses particulières. Donc on ne va pas analyser tout ce qui se passe dans le sang et l'urine, mais on va dire, ok, pour différencier entre maladie A et B, je dois voir si cette protéine va augmenter ou pas. Donc si elle augmente, c'est que c'est la protéine A, c'est que c'est la maladie A, et sinon c'est que c'est peut-être la maladie B. Et donc ce sera spécifique. Le médecin, il va demander des choses spécifiques par rapport aux analyses. Donc ça peut être les numérations cellulaires de cellules rouges ou de cellules blanches, les taux de protéines régulatrices dans le sang, le niveau de nutriments ou de sous-produits dans le sang ou dans l'urine, la présence de produits qui ne devraient pas être présents comme le glucose dans l'urine, on ne devrait pas avoir de glucose dans l'urine, comme les protéines dans l'urine, on ne devrait pas avoir ça. Et en fonction de ça, soit le médecin est capable de se former une idée sur le diagnostic, ou parfois il aura besoin de faire de l'imagerie, comme les rayons X ou les ultrasons ou la résonance magnétique nucléaire, encore appelée l'IRM, pour pouvoir visualiser des anomalies internes de manière non invasive. Mais là, ça devient de plus en plus cher. Donc bien sûr, c'est pas des examens on va faire de routine, mais si on a besoin de lever l'ambiguïté et qu'on ne peut pas le faire avec les analyses biologiques, on devra utiliser l'imagerie. Et après, entre guillemets, dans un autre recours, si on n'a pas le choix, on peut compléter tout ça par des techniques un peu plus invasives, telles que les endoscopies, où on a des caméras qui vont à l'intérieur du corps humain pour voir ce qui se passe, ou des biopsies où on va prélever des échantillons de tissu et les emmener en laboratoire et les analyser, mais ça c'est la méthode de plus en plus invasive. Donc voilà, maintenant qu'on a compris les principes sur lesquels repose le diagnostic, quels sont les principes sur lesquels repose le traitement et la prévention? Bah, déjà, la prévention et la prophylaxie, c'est le meilleur des traitements, parce que mieux vaut prévenir que guérir. Et donc la correction environnementale, on a vu les dégâts qu'un mauvais environnement peut faire, donc la correction environnementale, c'est en fait le traitement et la prévention la plus efficace. À commencer par une alimentation saine, un exercice physique et un exercice mental. Et je dois citer aussi ici les bénéfices du jeûne intermittent, qui en fait, les études ont montré que ça réduit l'inflammation en, entre guillemets, calmant les cellules immunitaires, et ça nettoie aussi les cellules de l'intérieur par un mécanisme qui s'appelle l'autophagie. Auto, c'est-à-dire soi, phagie, veut dire manger, donc la cellule va manger les structures endommagées qui sont à l'intérieur d'elle-même, elle va se nettoyer. Tout ça parce qu'elle n'a pas d'apport énergétique, donc elle doit trouver d'autres formes d'énergie. Donc voilà un des avantages du jeûne intermittent en prévention. Et aussi l'exercice physique. Donc l'exercice physique, il va réduire la glycémie déjà, les lipides, et il va aussi agir comme un anti-inflammatoire. Maintenant, restons toujours sur les facteurs environnementaux. Si on est si le patient a souffert d'un traumatisme, c'est-à-dire s'il a une blessure ou une fracture, etc., eh ben, une des approches de traitement, ce sera la physiothérapie, qui est en fait, dans le principe, la restauration progressive du mouvement de la zone qui a été touchée. Et ici, vous voyez des mouvements de restauration progressive du mouvement du genou. Avec ça, on a d'autres outils de traitement. On a la chirurgie qui va être utilisée pour enlever des tissus qui sont affectés et qui ne sont plus fonctionnels, tels que des tumeurs, ou pour remplacer des organes ou des parties d'organes, comme par exemple l'installation d'implants du genou ou d'implants de la cheville, de la hanche, ainsi que des transplantations comme la transplantation du rein, ou pour restaurer des éléments physiques tels que les ligaments et les nerfs, etc. Mais en fait, l'approche la plus commune en médecine pour traiter les maladies, c'est en fait l'approche pharmaceutique par les médicaments.
Et donc, les médicaments sont des molécules qui sont conçues spécifiquement pour se lier à des protéines qu'on va appeler des protéines cibles et dans la plupart du temps bloquer leur activité. Et donc, quand elles vont bloquer leur activité, elles vont bloquer les voies où ces protéines vont intervenir. Et donc, ce sera la plupart du temps pour arrêter les causes ou les manifestations de la maladie. Comme par exemple, si on a une infection, on va donner des antibiotiques. Ben, les antibiotiques, ils vont aller s'attacher à des protéines spécifiques dans les bactéries et bloquer leur fonctionnement et ainsi tuer la bactérie. Surtout des protéines qui sont dans des processus vitaux de la bactérie ou des antiviraux, etc. Euh, Aussi, on a d'autres médicaments qui ne vont pas adresser la maladie en soi, mais ils vont au moins réduire les symptômes nocifs. C'est ce qui s'appelle le traitement symptomatique, c'est-à-dire on va traiter les symptômes si on n'arrive pas à traiter la cause de la maladie. Et donc, par exemple, un des exemples qui vient en tête, c'est les anti-inflammatoires. Et donc, qui vont réduire l'inflammation et ils peuvent être très bénéfiques, notamment s'il y a une inflammation chronique, etc. Bien sûr, aucun médicament n'est suffisamment sélectif pour n'agir que sur sa protéine cible. Et même lorsqu'il le fait, la protéine cible elle-même, en fait, elle peut exister dans d'autres endroits et faire des fonctions complètement indépendantes de la fonction qu'on veut bloquer. Ainsi, tous les médicaments, ils vont avoir ce qu'on appelle des effets secondaires ou des effets indésirables, qui peuvent être soit légers, soit parfois graves. De plus, la plupart des médicaments ils vont être désactivés par des protéines, des cellules hépatiques, parce qu'on a dit que les cellules hépatiques elles sont spécialisées dans la détoxification, et elles vont considérer les médicaments comme des produits toxiques, elles vont essayer de les désactiver. Et par exemple, il y a une protéine particulière qui est très importante, ou un groupe de protéines qui est très important dans la détoxification ou la désactivation de médicaments, qui s'appelle le CYP3A4, donc CYP3A4, CYP. Vous pouvez chercher, vous aurez plein d'informations sur le CYP3A4. Donc ces médicaments, donc, ils vont être métabolisés par les cellules hépatiques qui vont essayer de les détoxifier, ou ils vont être éliminés par les reins. Et du coup, en fait, certains médicaments, ils peuvent avoir une toxicité pour le foie et une toxicité pour les reins. Donc il faut faire attention à ça. Il faut aussi savoir d'ailleurs que les médicaments, ils peuvent faire compétition pour le même mécanisme de détoxification hépatique. Et donc, si on prend les deux médicaments ensemble, en fait, ils vont avoir une durée de vie plus longue parce qu'ils devront attendre plus longtemps avant d'être désactivés. Et donc, ça fait partie des interactions médicamenteuses où les médecins ils doivent faire attention. Voilà, on a fait un tour d'horizon des principes de médecine. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et j'apprécie vos commentaires. Et je vous vois dans la prochaine vidéo.